Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. T'as quitté la France au moment du plus grand événement de l'année, la condamnation de Depardieu. En fait, deux événements importants, parce que l'affaire Kardashian, évidemment, avec les papiers braqueurs. Et puis, en arrivant tout à l'heure dans la régie, j'ai vu que le jugement était tombé dans l'affaire Depardieu. Peut-être le premier je dirais pas d'une série de jugements, mais au moins de deux jugements qui pourraient lui être défavorables. Ça risque d'être aujourd'hui sur Paris, sinon en France, la nouvelle. Quoique, je veux dire sur Paris, parce qu'il y a toujours un bon découplage entre ce qui anime le monde, comme partout dans le monde d'ailleurs. Ouais, la métropole, Montréal, la ville s'énerve le poil des jambes. Puis dans le reste du pays, on fait notre vie, mais c'est évident que ça va beaucoup tourner. Monsieur Trump qui vient d'arriver en Arabie Saoudite, c'est un pays qui aime beaucoup parce que ça fait 2 mandats Trump, 2 mandats où son premier voyage est là. Mais là, dans ce cas-ci, il est allé aux funérailles du pape. Là, mais... Ça compte peut-être pas. Il est même pas resté 24 heures. C'était un hit and run. Parce que c'est un homme si religieux qu'il pouvait pas être... Exactement. Il voulait honorer sa foi, et surtout rendre hommage à un pape qui avait dit que c'était un mauvais chrétien. Mais je pense qu'il y avait évidemment une nécessité dans les circonstances de sauver les apparences, être présent, peut-être aussi de finir de faire pression sur les partis dans le conflit en Ukraine, parce que la rencontre qui a eu lieu en marge des obsèques est pas banale. On disait beaucoup, c'est le fait des Français qui avaient fait pression des Anglais, des Européens, puis de ce que M. Zelensky avait fait bien avancer son discours et son point de vue. Moi, je pense surtout qu'à ce moment-là, c'était les Américains qui étaient arrivés à la conclusion qu'il se passerait plus grand-chose avec les Russes et que ça prenait une image forte pour faire pression sur Moscou. Je pense que c'est les Américains qui ont décidé de faire en sorte que cette photo puisse sortir pour dire, un instant, on n'est pas pieds et poings liés à Moscou, comme on le dit beaucoup. On a de la marge de manœuvre et on est capable de faire pression, puis on est capable de changer d'idée. D'ailleurs, dans le sujet qui nous anime ce matin, on verra qu'il est peut-être en train de servir la même médecine à M. Netanyahou, qui est, dit-on, et je pense que c'est assez vrai, l'allié indéfectible des Américains. Mais il passe pas par Israël. Ben justement, alors on y arrivera. Journée donc importante, parce que ça serait le premier voyage officiel, si on fait exception de ce détour par Rome très rapide. Premier voyage officiel en Arabie Saoudite, ça fait 2 fois en 2, comme s'il avait mis aux enchères, d'ailleurs, son premier déplacement. Enfin, je dis comme, il avait dit, faites-moi des propositions et je me déplacerai en fonction de ce que le plus offrant va nous proposer. Le plus offrant étant, en termes de faire des achats militaires, de faire du business. Du business. Oui, et aussi en dollars américains, ça va compter, parce que dans l'histoire qui lie l'Arabie Saoudite et les États-Unis, il y a un pacte implicite qui a été signé, qui s'est fait au milieu des années 70, même au début des années 70, quand il y avait eu le choc pétrolier, où et ça remontait, je dirais, beaucoup plus loin, mais renouvelé au début des années 70, où on s'entendait pour dire que les transactions sur le baril de pétrole se feraient toujours en dollars américains et que les Saoudiens investiraient massivement ce dollar américain aux États-Unis. On leur concédait ce monopole, évidemment, du pétrole, mais on leur disait tout doit se passer en dollars américains, ce qui fait que le dollar américain était, et est toujours, la monnaie toute puissante. Et aujourd'hui, s'il veut qu'il y ait du business, c'est que le cours du baril de pétrole est toujours libellé en dollars US. On échange théoriquement toujours en dollars US. Sinon que les Saoudiens ont changé. Ils acceptent aujourd'hui de vendre leur baril de pétrole aux Chinois en yuan. Ça plaît pas beaucoup aux Américains. C'est pas. Mais ça devrait, parce que ça empêche le dollar américain de monter trop. Et s'il veut améliorer sa balance commerciale, il devrait souhaiter ça. Alors, il y a 2 choses. C'est que M. Trump veut la quadrature du cercle. Il veut, et c'est peut-être jouable, un dollar plus faible pour être plus compétitif avec ses exportations, mais un monopole du dollar américain comme monnaie de réserve dans toutes les banques centrales. Ça, c'est pire que le beurre et l'argent du beurre. Là. On veut aussi la crémière. Et avec M. Trump, il faut pas se surprendre qu'on veuille aussi peut-être autre chose que le beurre et l'argent du beurre. Donc, il arrive là-bas. Je rappelle aussi que lors de son premier voyage, parce qu'il fréquente quelqu'un qui était, pour l'administration précédente, quasi infréquentable, sauf quand on en avait besoin. Je parle de Joe Biden qui avait dit de M. Ben Salman que c'était un personnage à prendre avec beaucoup de précautions, puisqu'il avait transformé un de ses adversaires politiques en steak tartare lorsqu'il était allé, je parle de M. Khashoggi. Il est sorti de l'ambassade dans des sacs en morceaux. Là. Exactement. Un opposant qui vivait aux États-Unis, qui écrivait d'ailleurs contre le régime saoudien, qui avait été au consulat en Turquie à Istanbul pour renouveler ses papiers et n'en est
n'est jamais ressorti. Et c'est clair que c'était une commande qui avait été passée par le patron, le nouveau patron de l'Arabie Saoudite. Puis si je dis ça, c'est parce que lors de son premier voyage, M. Trump avait vu sa photo projetée sur la façade d'un des hôtels les plus chics, les plus chers de la capitale, Riyad, le Ritz-Carlton. Mais c'est dans le même Ritz que Ben Salman, le patron de l'Arabie Saoudite, avait aussi convoqué tous les amis du régime pour les garder en otage. Il avait littéralement envoyé à la famille royale, mais à plusieurs alliés clés du régime, une invitation comme pour un party qui n'a jamais été un party, mais qui a été un prétexte pour les arrêter, les garder sous le contrôle de son administration à lui et obtenir de force des milliards de dollars qui étaient dus au Trésor parce qu'il y avait eu corruption, littéralement. Et certains ont été même torturés dans cet hôtel-là. C'est pas une blague. Alors, si je te dis tout ça, c'est que les symboles comptent. Monsieur Trump, peut-être, était fier de voir sa photo projetée sur écran géant. C'est des pays où il n'y a pas un vérificateur général qui repasse sur tout ce qui s'est fait. S'il fallait qu'il y ait un vérificateur général, on se rendrait compte qu'il y a quelques citoyens qui sont plus égaux que les autres. Ouais. Et c'était exactement... Protecteur du citoyen, vérificateur général, c'est tranquille dans ce coin-là. Et c'était le message que le nouveau jeune patron du pays voulait envoyer. Faites attention si vous vous êtes rempli les poches, même si vous êtes mes cousins, même si vous êtes des ministres. Puis quand on parle de se remplir les poches, là, on parle de milliards de dollars. On vous a à l'œil, on pourrait non seulement vous tordre le bras, mais vous torturer. Mais donc, Trump passe l'éponge sur tout ça. Il passe l'éponge sur tout ça. Allié. Parce que c'est aussi la reconnaissance de ce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est un acteur essentiel dans plein de dossiers importants. Il y a une ouverture de négociation qui s'est amorcée il y a quelques semaines avec l'Iran. Et ça compte, l'Iran. L'Iran qui est une future puissance nucléaire au sens d'avoir l'arme nucléaire. Ben, les Saoudiens sont des acteurs incontournable d'une éventuelle négociation. Les Saoudiens sont des gens qui ont maintenant des relations avec les Chinois qu'ils n'avaient pas avant. Les Saoudiens veulent devenir un des pivots de la politique, de la géopolitique de demain. Ils le sont déjà aujourd'hui. Et ils ont des moyens infinis. Là. Quand tu penses qu'ils veulent organiser à 40 degrés Celsius dans le désert des Jeux olympiques d'hiver... Oui, ça dit quelque chose de la folie des moyens, sinon que c'est pas des moyens infinis. Il y a un déficit en ce moment du budget du royaume, 70 milliards, je pense, parce que les affaires ne vont pas aussi rondement qu'ils le voudraient. Le cours du baril de pétrole, et c'est une des choses aussi contradictoires qui anime M. Trump, le cours du baril de pétrole est à la baisse. Les Saoudiens n'ont rien fait pour l'augmenter. D'abord parce qu'il y avait des pays au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui trichaient sur les quotas qu'on s'imposait, puis ont décidé de les squeezer. Ils ont dit, parfait, vous voulez jouer à ce jeu, vous voulez produire au noir et vendre des barils de pétrole, je parle de petits acteurs, ben on va laisser les prix dégringoler, ça va vous faire très mal. Ça fait l'affaire de Trump aussi, parce que les Russes exportent beaucoup de pétrole. Et en ce moment, une manière de faire pression sur les Russes, c'est de leur dire, ben, vos revenus vont diminuer puisque le cours du baril de pétrole est, lui, à la baisse. Mais, je dis c'est contradictoire pour M. Trump parce que quand il annonce aux États-Unis, drill, baby, drill, à moins de $60 le baril de pétrole. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de business case de driller. Là. Alors, il y a ceux qui produisent déjà, évidemment, et qui ont des réserves avérées. Ouais. Mais l'idée d'aller prospecter, de développer et surtout de produire avec des techniques de fracking, comment on appelle ça, de la fracturation, pardon, ça coûte très cher. Et il y a peu de chances que M. Trump augmente substantiellement la production américaine à ce prix-là. Ce qui fait donc qu'il est en Arabie Saoudite pour aller chercher des contrats qui seront libellés en dollars américains. On disait tout à l'heure avec Alexandre que c'est 600 milliards que le Royaume s'est engagé à dépenser aux États-Unis. Trump voudrait 1000 milliards, 1 billion, parce que c'est un chiffre plus rond. Mais au total, on est dans des, je sais pas si c'est des promesses vaines, mais c'est plutôt des intentions manifestées par M. Ben Salman pour amadouer le président Trump. Et après ça, il passe par les Émirats arabes unis, il passe par le Qatar. Peut-être pour aller chercher son avion. Mais là, un nouvel avion, tu peux pas piner ça derrière Air Force One. Là. Tu peux pas le piner derrière Air Force One. Il n'y a pas de remorque pour transporter ton avion. Puis on espère qu'il vole tout seul de toute façon. Okay. Il y a des problèmes, évidemment, nombreux, éthiques, comme vous l'avez plusieurs fois souligné depuis quelques jours. Mais il a dit que ça serait stupide. On te donne quelque chose gratuitement, ça serait stupide. Les États-Unis, pourquoi devraient-ils refuser un cadeau de 500 millions de dollars? Parce qu'à sa face même, ça donne l'impression qu'on est en train d'acheter de l'influence, mais ça ne semble pas le préoccuper. Ce qui est intéressant, et c'est là qu'on a commencé, c'est qu'il ne sera pas en Israël. Il ne va pas faire de détour par Israël et que depuis quelques jours, on se rend compte que les États-Unis ont négocié directement avec le Hamas pour libérer le dernier otage
israélo-américain qui était probablement encore vivant et entre les mains du Hamas. On ne sait pas, ça a été annoncé, c'est un vrai coup de tonnerre si ça devait arriver plus tard aujourd'hui. Il est en ce moment plus 8, je pense, si je me trompe pas, en Arabie Saoudite, donc début de l'après-midi. Mais s'il fallait qu'il se retrouve autour de la table du dîner avec le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dont on dit qu'il pourrait être présent. C'est un journal qui a fuité ça il y a 48 heures et les Israéliens, la presse israélienne suit ça de très, très près. Peut-être même... C'est un affront à Israël. Et la preuve que les États-Unis sont capables d'entretenir des relations avec l'autorité palestinienne sans demander la permission aux Israéliens. On dira, c'est évident, mais il faut voir que les Israéliens pèsent lourd dans la balance du pouvoir à Washington. Stéphane, si le Qatar donne un avion aux États-Unis, là, M. Carney veut gagner sa crédibilité, il faut qu'il obtienne quelque chose. Le Qatar va-tu au moins donner, je sais pas, au Canada quelque chose, un skidoo? Alors, minimum. Ma théorie là-dessus, on en parlait avec Pierre-Olivier hier, peut-être qu'il y a la réserve de sirop d'érable qui devrait être entamée puis qu'on devrait livrer ou à la Maison-Blanche ou peut-être à la future bibliothèque présidentielle du président des réserves de sirop d'érable qui seront le garant de l'amitié entre les États-Unis et le Canada et qui ferait la démonstration de ce que M. Trump a obtenu quelque chose de précieux du Canada. Je crois que ce que va faire M. Carney, et il y a pour moi peu de doute, c'est de s'engager à acheter des armements américains après avoir laissé entendre que ça pourrait être nos les Français avions, qui seraient nos pushers d'avions et d'autres choses. Parce qu'il y a un énorme contrat de sous-marins dont on ne parle pas. Le Canada est acheteur de plusieurs sous-marins et il y a un de ces sous-marins français, ils ont une technologie remarquable qui est venu mouiller à Halifax il y a quelques semaines. Pourquoi? Pour le montrer à nos militaires. Les Français font beaucoup de représentations, aimeraient beaucoup que cette technologie soit adoptée par le Canada. Il faut voir que les Américains ont saboté en 2021, c'est l'administration de M. Biden qui était le meilleur nouvel ami des Européens. M. Biden a salopé la relation entre les Français et les Australiens. Les Australiens avaient acheté la technologie justement de sous-marins nucléaires français. Les contrats étaient donnés. On avait commencé à construire, parce qu'évidemment, dans ce temps-là, tu transfères de la technologie. Donc, les Français étaient sur place pour construire, pour faire en sorte que ces sous-marins soient livrés aux Australiens. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains derrière? Dans leur dos, ont convaincu leurs bons amis australiens que la technologie américaine et le partenariat avec les États-Unis serait bien meilleur. C'est les Anglais qui ont un peu joué aussi en coulisses, qui sont venus lubrifier les engrenages, je parle du régime de Londres, et qui fait en sorte aujourd'hui que les Français n'ont pas de contrat de sous-marins, ont tout perdu. Alors, est-ce que les Américains vont laisser aujourd'hui les Français nous vendre des sous-marins? Moi, à suivre. À suivre, en tout cas. 30 secondes, est-ce que M. Trump, parce que la rumeur circule dans le monde, M. Trump, à la fin de tout ce voyage, ça serait extraordinaire, fasse un crochet surprise par Istanbul pour un sommet à 3 entre lui, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est farfelu de penser à ça jeudi? Alors, la première question, c'est est-ce que Volodymyr Zelensky va aller à Istanbul, se faire voir, attendre les bras croisés devant un fauteuil vide, Vladimir Poutine? Parce qu'il a dit, moi, je suis game. Les Russes ont dit, on est prêt à ouvrir le jeu, on est prêt à rencontrer directement les Ukrainiens. On a signalé que ça pourrait se passer à Istanbul. Zelensky a dit, j'y serai. On voulait imposer un cessez-le-feu à compter d'hier lundi. Il n'y en a toujours pas. Trump a dit, oubliez le cessez-le-feu. Allez donc vous rencontrer. Et comme par hasard, je vais être dans le quartier, je vais être dans le hood, je vais peut-être me promener au-dessus d'Istanbul jeudi. Je pourrais peut-être y arrêter. On est à 48 heures. Essayez d'imaginer que ça se mette en place. D'abord, le cauchemar logistique pour développer des infrastructures, mais surtout potentiellement la rencontre entre les trois. Trump, Zelensky, Poutine. J'ai la misère à y croire, mais ça serait une grosse nouvelle. Well, he knows what the hell he's doing. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Merci Stéphane. Go Trump, go!